Être formateur, ce n'est pas juste transmettre un savoir. Non, c'est un vrai parcours, un voyage qui commence par une exploration de soi-même pour aboutir à la maîtrise de la dynamique d'un groupe. C'est ce chemin qu'on va explorer maintenant. Alors tout commence par une question, mais vraiment la question essentielle. Le pourquoi. C'est quoi notre moteur intérieur? Qu'est-ce qui, tout au fond, nous anime et nous donne cette envie de former des autres? Parce que oui, avant toute technique, avant toute théorie, tout part de là. Nos motivations, qu'on en soit conscient ou pas d'ailleurs, ce sont elles qui vont complètement définir notre posture face à un groupe. Et c'est ça qui est assez fascinant en fait. Ces motivations, c'est notre carburant. Mais elles agissent souvent en coulisses, de manière presque invisible, et pourtant elles dictent nos réactions, notre approche, sans même qu'on s'en rende compte. Bon, alors concrètement, comment est-ce que ça se manifeste, ces motivations cachées? Eh bien, elles donnent naissance à 6 grands profils de formateurs, 6 visages, 6 approches bien distinctes. Les voici, ces 6 grands archétypes. Ça va du communicateur, qui veut avant tout convaincre, au théoricien qui, lui, cherche à conceptualiser. La question, ce n'est pas tant de se mettre dans une case, mais plutôt de reconnaître sa propre couleur dominante. Il y en a sûrement une qui résonne un peu plus que les autres. Prenons un exemple. Le pragmatique. Pour lui, c'est simple, il n'y a pas de chichi. L'important, c'est que ça marche, que ce soit efficace. Son credo, ce sont des outils, des techniques, du concret. Si à la fin de la journée, les participants repartent avec une compétence utilisable tout de suite, eh bien pour lui, mission accomplie. Et c'est un peu le double tranchant de cette approche. D'un côté, on a une efficacité redoutable, un message qui va droit au but. Mais de l'autre, il y a le risque de juste survoler les choses, de manquer de recul, de profondeur dans l'analyse. En fait, la force du concret peut aussi devenir sa plus grande limite. Allez, on change complètement de visage avec le militant. Lui, la formation, c'est une mission. Qui se battent pour l'écologie, la justice sociale ou une autre cause, la salle de formation, c'est sa tribune. Son but n'est pas seulement de transmettre un savoir, il veut carrément créer un mouvement. Et là aussi, on voit bien la ligne de crête sur laquelle il marche. Sa conviction, c'est une force incroyable pour mobiliser. Mais cette même passion peut le rendre très directif, voire un peu manipulateur. Et là, il risque de dépasser son rôle de formateur pour devenir une sorte de gourou. Ok, donc on a identifié son style dominant. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour être un bon formateur, il faut maîtriser un socle de compétences vraiment fondamental. On peut voir ça comme un trépied essentiel. Ce triangle, c'est un peu la carte de base de tout acte de formation. Il y a 3 sommets, le savoir, c'est la matière, l'apprenant, c'est celui qui reçoit, et puis le formateur, celui qui fait le lien entre les deux. La magie, en fait, elle opère dans les relations entre ces 3 pôles. Le premier pôle, le savoir, c'est le quoi, c'est le contenu brut. Disons qu'on forme des boulangers, eh bien le savoir, c'est la recette du pain, la technique du pétrissage, la science de la fermentation. Ensuite, il y a l'apprenant. Lui, c'est le qui. C'est notre apprenti boulanger. Est-ce qu'il a déjà des bases? Quelles sont ses peurs? Comment est-ce qu'il apprend le mieux? Sans lui, le savoir, il reste lettre morte. Et enfin, il y a le formateur. Lui, c'est le comment. C'est le maître boulanger qui ne se contente pas de donner la recette. Non, il montre le geste, il corrige la posture, il encourage. Il est le pont entre la farine et les mains de l'apprenti. Et cette image du tabouret, elle est parfaite pour ça. Un expert qui connaît son sujet sur le bout des doigts mais qui est un très mauvais pédagogue, le tabouret est bancal. Un excellent communicant qui, en fait, ne maîtrise pas bien son contenu, le tabouret s'effondre. Tout est une question d'équilibre. Donc pour résumer, un grand formateur, c'est quelqu'un qui porte 3 casquettes en même temps, en permanence. Celle de l'expert qui maîtrise son sujet, celle du pédagogue qui sait comment construire un parcours d'apprentissage logique et celle du communicant qui sait créer du lien avec son public. C'est cette triple expertise qui fait vraiment toute la différence. Bien, maintenant qu'on a le qui, c'est-à-dire le style et le quoi, la triple compétence, il est temps de se jeter dans l'arène, la dynamique de groupe. Comment est-ce qu'on pilote un collectif pour l'amener à bon port ? En fait, un groupe a sa propre vie, qui suit presque toujours ces 5 étapes. Au début, le rôle du formateur, c'est de rassurer, de poser le cadre. Puis, il doit faciliter les premiers échanges. Ensuite, il doit gérer les conflits, qui sont souvent constructifs. Après, il doit bâtir la cohésion, pour enfin pouvoir laisser le groupe travailler en pleine efficacité. S'adapter à chaque phase, c'est vraiment la clé. Et pour finir, on va prendre une approche un peu provocatrice. Et si pour apprendre à réussir, la meilleure méthode, c'était d'apprendre à tout faire rater? Bienvenue dans l'art de l'auto-sabotage. Faisons l'exercice. Imaginons que l'objectif soit de garantir un échec cuisant. Que ferait-il faire? Arriver en retard? Ne préparer absolument aucun support? Ne jamais regarder les participants? Parler dans un jargon totalement incompréhensible? C'est intéressant de lister mentalement toutes les pieds pratiques possibles. Ce manuel de sabordage qu'on se crée dans sa tête est en fait un outil de diagnostic surpuissant.
C'est en listant tout ce qu'il ne faut pas faire qu'on révèle, en creux et avec une clarté limpide, toutes les bonnes pratiques à mettre en place. C'est là tout le génie de cette méthode, finalement. En identifiant les 10 meilleures manières de planter une formation, on découvre automatiquement les 10 règles d'or pour la réussir. C'est en comprenant les pièges qu'on apprend le mieux à les éviter. Voilà. On a exploré le moteur intérieur, les profils, les compétences essentielles et même la vie d'un groupe. Maintenant, la question se retourne. En pensant à ce fameux manuel de sabotage personnel, quelle serait la première règle que l'on pourrait décider de cesser d'enfreindre, peut-être dès demain ? C'est souvent par cette petite prise de conscience que le grand voyage du formateur commence vraiment.